ravie de vous retrouver. Bonjour David Doucan. Bonjour Marie. Et bonjour à vous Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Je le rappelle, député Rassemblement National de la Somme. On a beaucoup de questions à vous poser. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Et bienvenue. Alors, Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, Thierry Baudet ont été écartés parce que Marine Le Pen avait dit à Emmanuel Macron ils seront censurés immédiatement. Xavier Bertrand n'a pas pu non plus entrer dans le gouvernement de Michel Barnier, Éric Dupond-Moretti non plus. Ce sont des lignes rouges que votre parti avait posées. On voit que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. La loi immigration qu'il avait durcie, il l'avait tellement durcie qu'elle vous avait convenu et que vous l'aviez votée. Est-ce que ce gouvernement Barnier n'est pas tout simplement un gouvernement qui bénéficie du soutien sans participation du Rassemblement national ? Non, moi je comprends votre question. Nous, pour le moment, nous avons réussi à éviter le pire. Le pire, c'était un gouvernement qui aurait faussement été issu des urnes selon l'extrême gauche, qui n'aurait pas eu de majorité et qui, le temps que nous le censurions, aurait pu prendre des décisions, ne serait-ce que par décret, très toxiques pour la France. Le deuxième pire, c'est évidemment des personnes qui n'avaient même pas le moindre respect pour les Françaises et les Français, et en particulier ceux qui votent pour le Rassemblement national. C'était le cas, par exemple, de M. Bertrand ou de M. Dupond-Moretti, qui, faut-il le rappeler, faisait des doigts d'honneur à l'Assemblée nationale aux députés, pas du Rassemblement national, pour le coup, des Républicains. Donc, ce genre de personnalité, si vous voulez, qui ne respecte ni les électeurs ni la République, dehors. Donc, c'est toujours ça de prix. Par contre, je remarque... Soutien ou pas ? Non, mais ce ne sera jamais... Il n'a jamais été question d'un soutien du Rassemblement national. Il a été question, pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, d'agir en responsabilité. Contrairement à la gauche, nous ne voulons pas réécrire les élections. Nous avons gagné largement le scrutin populaire, avec près de plus de 11 millions de Françaises et de Français qui ont voté pour les candidats de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Malheureusement, nous n'avons pas eu le nombre de sièges. Donc vous avez deux attitudes possibles dans ce cas-là. Vous avez M. Mélenchon et ses amis qui veulent rejouer le match en permanence sans se soucier du quotidien des gens, et vous avez le Rassemblement national. Immédiate. Voilà, et vous avez le Rassemblement national qui dit essayons de limiter la casse, et peut-être, par miracle, il y aura quelques bonnes décisions qui viennent pour les Françaises et les Français. Essayons de limiter la casse, d'accord. Jordan Bardella disait hier sur son Twitter, notamment, que c'était un gouvernement sans avenir. Et puis Marine Le Pen, il y a quelques jours, chez nos confrères du Parisien, disait « Le fait de ne pas avoir posé de censure préalable ne nous prive pas de voter une censure si nous considérons que le peuple français est bafoué dans ses intérêts supérieurs. » Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi les intérêts supérieurs ? Il y en a plusieurs. Le premier, le plus urgent aujourd'hui, c'est l'état des comptes publics. Alors, c'est passé inaperçu avec les péripéties de ce gouvernement, mais hier, les Échos ont fait savoir que le déficit ne serait pas de 4% comme il était initialement prévu, pas de 4,8% comme était prévu, pas encore de 5,5% comme c'était il y a 2 semaines, mais de 6%. On y reviendra longuement. Oui, mais c'est important, parce que ça, c'est une ligne rouge cardinale aujourd'hui. C'est la dérive totale des comptes publics. Pour ceux qui nous écoutent, passer de 5,5 à 6% de déficit par rapport au PIB, c'est plus de 15 milliards d'euros. C'est considérable. C'est plus de 2000 euros par Français. Et on sera heureux d'entendre une proposition précise Deuxième ligne rouge. sur la réduction des dépenses. D'ailleurs, c'est votre spécialité au Rassemblement national. Nous prendrons le temps de développer tout cela. C'est pas seulement une actualité, c'est une ligne rouge de notre programme. C'est évidemment l'immigration. Vous avez parlé de la loi de M. Retailleau. Faut-il rappeler que la loi avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Alors, pas sur le fond, sur la forme des cavaliers législatifs, mais on sentait bien que le Conseil constitutionnel voulait intervenir aussi sur le fond s'il avait dû le faire. On va voir. Mais la seule façon de passer au-dessus du Conseil constitutionnel, c'est de revenir au peuple. C'est de lancer un référendum sur l'immigration qui permette au peuple français de reprendre le contrôle de ses frontières. Et la troisième ligne rouge qui, pour le moment, a été malheureusement... vraiment, on a frôlé le dérapage, et on va voir ce qu'il en est dans la déclaration de politique générale de M. Barnier. C'est la politique européenne. La politique européenne. La politique européenne. Il n'y a pas une seule élection législative. Il y a eu avant une élection européenne où Jordan Bardella a fait le double de voix de la liste de Mme Mayer qui représentait M. Macron. Et ce n'est pas une question de casting. C'est qu'est-ce qu'il y avait derrière comme ligne politique. Et ce qui m'inquiétait, et ce qui m'inquiète toujours dans la nomination de M. Barnier il y a 2 semaines, ou dans la nomination de certaines personnalités, comme M. Haddad pour les questions européennes, pour M. Barrot sur la politique étrangère, M. Durovray pour ce qui est des transports, compte tenu du fait qu'il ait eu pour seul le mérite de battre M. Dupond-Aignan aux dernières élections en faisant élire un insoumis à sa place, c'est que visiblement on est dans le pire de l'européisme.
et pas seulement même de l'européisme dernière version, Mme von der Leyen, même avec M. Barnier, des erreurs de l'Union européenne d'il y a 20 ans. Ces erreurs qu'on voit que le rapport Draghi ou le rapport l'État Et donc ça, c'est toute qui une remettent en cause. partie du casting qui ne vous Très convient important. pas. Mais c'est pas une question de personne. Ces personnes m'inquiètent. Quand même, vous entendant. C'est-à-dire, c'est un signal. Moi, je suis pas naïf. Je vois par la nomination de personnes un très mauvais signal. Maintenant, ce ne seraient pas les premiers à se rogner dans le personnel politique français. Donc, qu'est-ce qu'ils vont annoncer sur le fond? Donc, on attend vraiment maintenant avec impatience le discours de politique générale de M. Barnier. 1er octobre. Exactement. Qu'est-ce qu'il va annoncer à la représentation nationale et aux Françaises et aux Français? Et qu'est-ce qu'il trace comme parcours? Parce que pour le moment, depuis 2 semaines, il est quand même très fuyant. On entend beaucoup de généralités, enfonçage de portes ouvertes, sans doute très sympathique. D'ailleurs, sur votre antenne, sur TF1, je l'ai bien écouté attentivement. Sans doute très sympathique. Vous n'avez pas eu des mots très aimables à son encontre. Oui, mais moi, je me suis excusé. Et peut-être que Michel Barnier s'excusera pour toutes les erreurs qu'il a commises envers le peuple français depuis 20 ans. Je vais vous en donner une. J'ai reçu ma permanence vendredi à Corbie, un entrepreneur du transport de marchandises qui avait 40 ans de carrière et qui me racontait à quel point le transport de poids lourds en France s'est effondré à cause des décisions soutenues par M. Barnier sur l'ouverture à l'Est avec la concurrence déloyale des pays comme la Pologne, mais aussi l'entrée des conducteurs ukrainiens qui ont privé d'emploi des dizaines de milliers de conducteurs de poids lourds en France, les privant par ailleurs des meilleurs salaires, puisque vous savez que le transport entre les pays européens était mieux payé que le transport au sein de la France, après la directive cabotage, qui fait une concurrence déloyale sur nos transporteurs routiers. Bon, on en parle moins à la télévision parce que c'est un dossier qui a 15-20 ans, mais sur le territoire, on en sent tous les jours les conséquences, parce que vous avez sur nos routes françaises une concurrence déloyale pour les entreprises nationales. Et je pourrais vous citer d'autres exemples, l'agriculture, la pêche, l'industrie en général, tous ces secteurs que M. Barnier, en tant que commissaire européen, en tant que ministre français, a durement affaibli. Donc moi, vous savez, je me suis excusé et je n'ai pas cherché à me défausser de ma responsabilité. J'avais prononcé des propos qu'il ne fallait pas prononcer. Vous avez traité aux téléspectateurs qui n'ont peut-être pas le contexte, Michel Barnier, de fossile. Voilà. Pour être clair et direct. Je me suis excusé. Je pense que c'est relativement rare en politique. J'aimerais que M. Barnier, dans son discours de politique générale, ne peut pas s'excuser, mais en tout cas, acte du fait que la politique qu'il a menée pendant 40 ans était très toxique pour les Françaises et les Français, en particulier les plus fragiles sur le territoire. Oui, il y a peu de chance, puisque au fond, c'est peut-être l'un des points communs principaux qu'il a avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'idée de, au contraire, développer encore l'intégration européenne. Ce serait une lourde erreur. Le discours de politique générale, c'est le 1er octobre, mais avant cela, ne voyez-vous pas, malgré tout, comme un signal positif à vos yeux, la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Immigration? Non, mais vous savez, les personnes... nous étions déjà garants du vote des 11 millions d'électeurs qui faisaient confiance au Rassemblement national. Du fait de l'entrée de M. Retailleau au gouvernement, M. Wauquiez n'est pas rentré parce qu'il n'a pas eu le ministère qu'il voulait. Il n'est pas rentré parce qu'il ne voulait pas travailler avec Emmanuel Macron et la République En Marche. On dit qu'il voulait le ministère de l'Intérieur ou rien d'autre. Voilà ce qui s'écrit. Donc c'est pas un refus de travailler avec la Macronie, contrairement à ce qu'il a fait croire. Nous sommes aussi donc de fait garants du vote des électeurs de droite des Républicains, avec nos alliés d'Éric Ciotti, qui avaient cru aux promesses de Laurent Wauquiez, encore faites il y a quelques semaines, disant que jamais il ne travaillerait avec Emmanuel Macron, que jamais les Républicains et la droite républicaine, si c'est le bon terme, se dissolveraient dans le macronisme. Il n'est pas soluble. Bon, là, il est soluble puisque si mes comptes sont bons, il y a entre 3 et 5 LR dans ce gouvernement pour une large majorité de macronistes. Voilà, exactement. Donc on voit bien qu'ils ont été complètement dissous de fait. C'était déjà le cas avant. Puisqu'ils ont refusé de censurer le gouvernement à de nombreuses reprises, ils sont dissous dans le macronisme. Donc Éric Ciotti, notre allié Éric Ciotti et les députés qui ont eu le courage de le soutenir avec Jordan Bardella aux dernières législatives, sont garants de fait du vote de cette droite qui ne voulait pas travailler avec Emmanuel Macron. Tanguy, je note une contradiction. Vous êtes d'habitude coutumier du fait de dire on attend de voir avant de juger. Là, vous semblez partir du principe que Bruno Retailleau sera dissous dans le macronisme. Bruno Retailleau a porté des convictions très fortes en matière de sécurité, d'immigration. La loi immigration que vous avez votée, avant qu'elle fût censurée, elle a été en grande partie, en réalité, écrite par les sénateurs LR, dirigés par Bruno Retailleau à l'époque. Je vous pose une question vraiment très simple. Souhaitez-vous que Bruno Retailleau puisse agir
dans le sens de ses convictions, que ce soit sur le sujet de la sécurité comme sur celui de l'immigration. Ah mais bien sûr, vous savez, si M. Retailleau arrive à faire passer des mesures que le Rassemblement national a toujours soutenues, mesures, certes que M. Retailleau a défendues au Sénat, mais qui viennent, on le reconnaîtra, du programme historique du Rassemblement national, eh bien tant mieux pour la France, tant mieux pour notre pays. D'ailleurs, on a soutenu, vous l'avez dit, cette loi à l'Assemblée nationale. Je me souviens à l'époque, M. Zemmour, par exemple, nous avait sévèrement critiqué en disant c'est pas bien, soit c'est tout, soit c'est rien. Non, au Rassemblement national, on a toujours estimé qu'une bonne mesure, même si elle était insuffisante, si elle n'était pas parfaite, devait être soutenue pour l'intérêt général. Mais permettez-moi quand même d'avoir un peu de mémoire et un peu de souvenir des parcours des uns et des autres. Monsieur Retailleau a commencé avec Philippe de Villiers. Oui, tout à Donc fait. il commence avec le souverainisme le plus à droite de l'échiquier politique français, très conservateur aussi sur les questions de société, et il finit dans un gouvernement, vous l'avez dit on l'a dit tout à l'heure, avec les plus européistes, les plus fédéralistes du paysage politique français, l'UDI et les macronistes. Donc je suis quand même très inquiet d'un tel parcours, surtout que les questions d'immigration dépendent en grande partie de la construction européenne. Parce que pour vous, donc, il ne pourra pas du tout mettre en œuvre ce qu'il a proposé en tant que sénateur c'est LR possible, si au sein d'un gouvernement dirigé par si le gouvernement il a cette opportunité, demande au Parlement de provoquer par leur vote un référendum. Tout ça est possible. Rappelons-nous. Mais permettez-moi d'être très critique et en tout cas nous exercerons une pression maximum pour que ces promesses soient tenues. Prenez l'AME. Bon, Attendez, Jean-Philippe. Oui. Attendez, parce que nous allons aborder tous ces sujets dans le bon ordre. Remémorons-nous une phrase, j'aimerais qu'on puisse se la remémorer, parce que tout le monde ne l'a pas en tête. Nous étions en juillet 2023 et les émeutes urbaines faisaient rage dans le pays suite à la mort de Naël. Vous vous souvenez de cet épisode. Et Bruno Retailleau avait tracé un lien. Normalement, on devrait pouvoir relire la phrase. Oui, avec les origines ethniques. Bon, eh bien, nous ne l'avons pas, mais c'est pas grave. Je vais vous la rappeler. Vous la connaissez, mais je la rappelle à nos téléspectateurs. Il avait tracé un lien entre les émeutes urbaines, l'immigration et une sorte, je le cite donc, de régression vers les origines ethniques de la part des deuxième et troisième générations. C'est une phrase dont on considérerait aujourd'hui que les responsables du Rassemblement national ne la valideraient pas. Quelqu'un qui prononcerait cette phrase en tant que député à l'Assemblée nationale serait exclu du Rassemblement national. C'est pourtant une phrase prononcée par Bruno Retailleau en juillet 2023. Oui, en tout cas, il passera en commission des conflits. Je pense que, compte tenu, par exemple, de ce qui s'est passé avec Monsieur Grenon, qui, pendant la campagne, a franchi une ligne rouge sur l'origine ethnique du personnalité politique, a été exclu du groupe Rassemblement national dès la constitution de notre groupe. Donc, nous, on a assumé, Najat Vallaud-Belkacem ne pouvait pas on a assumé nos responsabilités et les valeurs que Jordan Bardella et Marine Le Pen défendent. Cette phrase de Bruno Retailleau, c'est cette droite, si vous voulez, qui, faute d'avoir respecté ses électeurs et d'avoir défendu la République et l'intérêt de la France, fait toujours de la surenchère en campagne électorale et sur les plateaux, mais qui, une fois qu'elle est au pouvoir, ne fait même pas le 10e de ce qu'elle a promis. Donc voilà, cette phrase, si vous voulez, apporte de l'eau au moulin de ce que je crains, M. Retailleau, c'est parler très fort, voire beaucoup trop fort quand il est dans l'opposition, et pour avoir un Marocain, une voiture de fonction, un cabinet, accepter des compromis qui sont très mauvais augure. Moi, je reviens sur donc l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est ce dispositif qui permet de soigner les personnes en situation irrégulière, les clandestins, non seulement les soins d'urgence, c'est normal, mais aussi un certain nombre de soins que les Français, les nationaux, ne peuvent pas se payer. Donc au Rassemblement national, on considère qu'il n'est pas normal d'offrir des soins que les Français n'ont pas le privilège d'avoir, soigner les personnes en situation d'urgence, évidemment, soigner les épidémies, évidemment, prendre en charge une femme enceinte et son enfant, évidemment. Donc une aide médicale d'urgence. C'est d'ailleurs le compromis qui avait été signé par Elisabeth Borne, je le rappelle. Mais Elisabeth Borne était ensuite partie. Absolument. Et donc nous sommes, je le précise pour que chacun ait bien le contexte, au moment où nous nous parlons, ce sujet de la réforme de l'AME est à l'arrêt, en quelque sorte. Totalement à l'arrêt, et M. Attal a fait savoir qu'il ne voulait pas en entendre parler. Donc ce ne serait pas une réforme de ce gouvernement. Il a tracé sa propre ligne rouge. Il a tracé sa propre ligne rouge. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il avait eu un rôle très important dans les négociations, et qu'en fait, derrière M. Barnier, il y avait un accord entre M. Wauquiez et M. Attal. D'ailleurs, ils nous ont fait le coup à l'Assemblée nationale, puisque c'est un accord complètement antidémocratique entre M. Attal et M. Wauquiez. Ils se sont partagés tous les postes et tous les honneurs de l'Assemblée nationale contre la vraie représentation des électeurs. Par exemple, le Rassemblement national n'a aujourd'hui aucun poste de responsabilité comme vice-président à l'Assemblée nationale, alors que nous avons, avec nos alliés, plus de 140 députés. Donc, on voit bien que M. Wauquiez, en faisant cet accord avec M. Attal, il a visiblement accepté qu'il n'y aurait pas de réforme de l'AME. Alors, c'est M. Barnier qui va décider
dans son discours de politique générale si ce dossier est enfin traité ou s'il est encore renvoyé à la Saint-Glinglin. Mais en termes de montant, c'est 1,5 milliard, 2 milliards selon la façon dont on compte. Mais c'est très symbolique, parce que ça veut dire, est-ce qu'on défend enfin les droits des Français, mais aussi l'état de droit, c'est-à-dire que les personnes qui enfreignent la loi, les clandestins, n'ont pas à avoir plus d'avantages sur le système de soins que des personnes qui respectent la loi. Mais donc vous reconnaissez que ce n'est une mesure que symbolique, parce qu'en termes de renflouement de caisse de l'État, ça ne règle aucun problème malgré tout. C'est toujours ça de prix, mais oui, ça ne règle pas un problème de fond. On n'a jamais dit l'inverse. Mais vous savez, le symbole, c'est important. Quand vous défendez des principes, le fait qu'un immigré en situation légale, qui fait l'effort de demander l'autorisation de rester en France, qui travaille dans notre pays, qui respecte les lois de la République, ait moins de droits qu'un étranger en situation clandestine, eh bien, ça participe au désordre juridique, au désordre de cette République qui ne sait pas mettre les choses d'aplomb. Il n'est pas normal qu'une personne qui enfreint nos lois ait plus de droits qu'une personne qui les respecte. Ce principe simple devrait réunir tout le monde. Je constate que ça ne réunit aujourd'hui que le Rassemblement national et nos alliés d'Éric Ciotti. Jean-Philippe Tanguy, juste, on s'arrête sur cette composition de gouvernement. Durant ces semaines, dans l'attente de cette annonce, c'est murmuré le fait qu'un ministère de l'immigration voit le jour. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Quelle conclusion en tirez-vous ? Pourquoi M. Barnier n'est pas allé au bout, alors que visiblement il avait dit à certains de ses interlocuteurs que c'était son choix et sa direction ? Oui, mais de toute façon, Jordan Bardella avait dit clairement qu'on n'aurait pas été dupe de cette appellation. Le ministère en charge de l'immigration, c'est le ministère de l'Intérieur. Il a l'administration il a l'autorité sur les forces intérieures légitimes pour assurer ce contrôle. Il n'y a pas à créer un machin, comme l'avait fait M. Sarkozy. Vous savez, il faut aussi donner les clés de lecture aux téléspectateurs. Créer un ministère, ça veut dire que vous détachez des administrations, vous avez une réorganisation administrative à faire. Donc le temps déjà que vous organisez cette administration, c'est autant de temps perdu pour faire de la communication. Donc ça ne sert à rien. Il y a toutes les compétences nécessaires au ministère de l'Intérieur pour appliquer la loi et pour appliquer, je l'espère, de futures lois qui correspondent à la volonté des Français pour reprendre le contrôle sur l'immigration. On voit que dans d'autres pays européens, par exemple l'Allemagne, ce qui semblait soi-disant impossible aux élections législatives, contrôler les frontières au sein de l'Union européenne, est possible pour le plus grand pays, l'Allemagne, mais aussi pour d'autres pays qui annoncent des grandes réformes, comme les Pays-Bas. Sur les frontières allemandes, vous savez très bien, c'est un dispositif qui existe dans Schengen. La France l'avait déclenché. Mais c'est ce que nous avons dit aux élections. La France l'avait déclenché en 2015. Mais c'est ce qu'on disait aux élections, on disait que c'était faux. C'est la preuve que c'est possible. On le savait. Et d'ailleurs, la France l'a fait. Écoutez, j'ai fait beaucoup de débats sur votre antenne. Combien de fois j'ai eu l'argument, mais c'est impossible. Non. Si vous reprenez le contrôle des frontières, vous allez sortir de l'Europe. Non, mais cette réintroduction de contrôle aux frontières en 2015, après la vague d'attentats terribles que nous avions subis, le gouvernement de François Hollande, Manuel Valls à Matignon et Bernard Cazeneuve à l'intérieur avaient restauré le contrôle aux frontières. Mais vous avez parfaitement temporaire. Raison. Et c'est logique quand on a une inquiétude de sécurité maximale. Ce qui n'est pas le cas pour l'Allemagne. Si, l'Allemagne a eu un attentat. C'était pas le même phénomène. 2 attentats même. C'est un attentat absolument tragique, mais ce n'est pas la même ampleur et la même organisation que les attentats que nous avons connus en 2015. Un rétablissement temporaire aussi, pour 6 mois. Donc, temporaire. Donc, enfin, le dispositif existe. Je voulais juste apporter cette Vous avez raison, mais aux élections, on nous dit toujours que c'est impossible, qu'on ne peut pas le faire. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, mais le temps nous donne toujours raison. Ça, c'est vrai. Comme Jean-Philippe Tanguy, juste 2 mots encore sur le gouvernement. Et ensuite, j'aimerais vraiment, avec Marie, nous entrions dans le dur du sujet qui est celui du budget. Parce que ça va être vraiment ce qui va occuper la vie politique et au fond la vie de la France dans les prochaines semaines. Encore 2 mots sur le gouvernement. D'abord sur la composition globale, sur la composition générale. Je vais prendre juste les ministres de plein exercice. C'est 10 macronistes et 3 LR. Ça, c'est plein exercice. Et sur l'ensemble, on a 12 macronistes et 10 LR. D'abord, votre appréciation générale de cet équilibre, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous en tirez aussi un enseignement sur la relation Macron-Barnier telle qu'on peut l'anticiper dans les prochaines semaines ? Mais pour moi, M. Barnier, par son idéologie, c'est un macroniste, finalement. Donc je ne suis pas du tout surpris par cette dissolution de ce qui restait des républicains, j'ai envie de dire, canal hypocrite, c'est-à-dire ceux qui refusaient de soutenir Marine Le Pen face à Emmanuel Macron ou les candidats soutenant Jordan Bardella contre même des communistes, puisque je rappelle que quand même les amis de M. Wauquiez en étaient là, dire accepter les voix de l'extrême gauche pour sauver leur siège,
ou voire soutenir des candidats d'extrême gauche pour ne pas se vexer avec un certain établissement parisien. Bon, donc on en était là. Donc moi, ça ne me surprend pas. C'est quoi le parcours de M. Barnier? Vous savez, je suis un souverainiste, un gaulliste d'origine. Bon, nous, à Debout la France, avec M. Dupont-Aignan, on commence à se fâcher avec M. Barnier à cause du traité d'Amsterdam. Le traité d'Amsterdam qui affaiblit le contrôle des États sur les frontières. Donc ça commençait mal pour M. Barnier. M. Dupont-Aignan, à l'époque, avec beaucoup de courage, il faut le dire, quitte le RPR sur cette décision de M. Barnier. Après, c'est un des seuls députés du RPR à l'époque, on est loin, en 1992, qui vote pour le traité de Maastricht. Et donc pour vous, c'est la continuité en fait, ce gouvernement. Vous nous dites c'est la continuité macroniste. Absolument. C'est ça votre lecture. Pour le moment, d'ailleurs, c'est le sens du tweet de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C'est que les gens ont voté pour le changement et ils se retrouvent avec un gouvernement dont le casting traduit une parfaite continuité non seulement avec le macronisme, mais avec cette espèce de grand parti unique. Fut un temps où Marine Le Pen parlait d'UMPS, l'union de l'UMP et du PS qui pensent pareil et font semblant de s'opposer, qui malheureusement gère les affaires nationales et européennes depuis les années 90. Pour poursuivre la question, donc David, on va voir. Est-ce que ça dit quelque chose de la relation à venir entre le président et le Premier ministre, justement? Domaine réservé, domaine partagé. Il a dit, le président, à plusieurs reprises, qu'il laissait les mains libres au Premier ministre. Est-ce que vous le croyez? Non, moi je pense que moi je crois qu'on ne change pas, vous savez, dans la vie, surtout à nos âges avancés, je crois qu'on ne change pas de caractère. Donc je ne vois pas du tout M. Macron devenir un sage qui se contenterait d'inaugurer les chrysanthèmes depuis l'Élysée. Je n'y crois pas une seule seconde. Je ne pense pas, en tout cas je le souhaite pour lui, que M. Barnier le croit. Mais vous savez, moi je fais aussi attention au travail des journalistes, parce que les journalistes ont un travail de fond. Il y a des enquêtes qui sont faites. Et donc on apprend, les jours passent, et on apprend qu'en fait la nomination de M. Barnier était déjà envisagée dès le lendemain de la dissolution, voire son arrivée dans les affaires peut-être même avant la dissolution, c'est-à-dire par rapport aux résultats des élections européennes qui étaient avancés, et que M. Colère, donc l'âme damnée de M. Macron, secrétaire général à l'Élysée, envisageait l'arrivée de M. Barnier très tôt. Et que donc ce théâtre, cette espèce de vaudeville, claquement de porte, gauche cocu, qui fait semblant de ne pas savoir qu'elle est cocu, bon bah tout ça, c'était du cinéma. Et c'est triste pour les électeurs de gauche qui leur ont fait confiance. Moi j'en connais dans ma circonscription, des gens qui travaillent dur et qui ont cru qu'ils allaient avoir le SMIC à 1 600 €. Moi je ne juge pas du tout ces personnes, c'est normal d'avoir de l'espoir et de croire malheureusement dans certaines illusions que peut porter la gauche. Mais ces gens aujourd'hui sont très déçus et ils sont très en colère et je le comprends. Donc si vraiment on a perdu 3 mois sur des mensonges du cinéma, c'est très grave parce que pendant ce temps, on va en reparler, le budget en fait il a avancé, la crise de l'hôpital public il a continué, on a fait rentrer nos enfants dans une école qui n'avait pas de direction. Donc au-delà du casting et des personnalités qui... Sincèrement, je ne crois pas que ça intéresse grand monde. Je ne dis pas ça contre les personnes, ce serait un gouvernement Rassemblement National. Il ne faut pas croire que les Françaises et les Français sont rivés à leur écran et s'intéressent à nos vies. Oui. C'est nous qui devons nous intéresser à la vie des Français. Mais même quand vous en avez, vous savez, il y a 5 personnes. Que ce soit au gouvernement ou chez vous d'ailleurs. Vous savez, moi je me souviens d'une phrase de Bertrand Delanoë qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. On est peu de choses. Donc ce serait bien que tout le monde se rende compte qu'il compte peu dans le destin des Français et que par contre le destin des Français, il compte beaucoup. Un mot de l'éducation. Ministère de l'Éducation, avant que nous marquions une très courte pause pour ensuite entrer dans le dur du budget. On a envie de savoir ce que le Rassemblement national propose en matière d'économie. Vous nous direz, c'est votre spécialité. Mais d'abord, un mot de la nomination de Anne Genté. D'abord, est-ce que vous la connaissiez? Oui, j'ai travaillé avec elle. Oui, j'ai travaillé avec elle sur la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Voilà. Parce qu'elle est à la commission de la Défense. Commission de la Défense. Oui. Pas forcément une grande spécialiste de l'éducation nationale. On nous dit, on lit, vous parliez des enquêtes journalistiques, on lit que ça a été la conséquence d'une intervention de Gabriel Attal, qui voulait placer une proche au ministère de l'Éducation nationale. Quel est votre sentiment là-dessus? Écoutez, oui, Mme Genté est réputée proche de Gabriel Attal, mais ce qui m'étonne surtout, bon, c'est une élue qui travaille, c'est quelqu'un de sérieux, donc je ne vais pas critiquer pour critiquer, mais au-delà du fait qu'elle connaisse mal, à mon avis, ce secteur, c'est aussi une députée qui a vécu beaucoup à l'étranger. Alors, ça peut être intéressant. À Singapour, très longtemps. Vous faites le lien. Bon, Singapour est un modèle d'éducation dans beaucoup de domaines, mais elle ne connaît pas le système français. Et ce n'est pas une critique gratuite que je lui fais. Elle n'a pas cette connaissance de l'école française, de territoire depuis des années. Donc,
Bon, je ne fais pas de procès d'intention. Ouais. Pas Mais c'est d'erreur vrai de casting, que, dites-vous, mais malgré tout, une interrogation quant à ses compétences. Moi, je ne juge sur pas. le Vous sujet. savez, voilà, moi, j'essaie d'avoir des jugements sur le fond, même quand parfois ma parole peut dépasser ma pensée. C'est quand même lié à une analyse sur le parcours des gens. Bon, moi, j'ai pas de critique à faire sur Mme Genté, à part qu'elle est, elle est assez dure avec nous publiquement. Ça, c'est pas grave. Mais bon, écoutez, on verra. Moi, ce qui compte, J'entendais les j'aimerais. syndicats de professeurs lui tomber dessus dès ce matin, à bras raccourcis. Peut-être que vous venez à sa rescousse. Non, mais c'est pas une question de venir à la rescousse, mais je ne sais pas ce qu'elle va proposer pour l'école. Moi, j'aimerais surtout, parce que ça fait quand même 2 ans que ça dure, 1 an. Est-ce que oui ou non, il y a un choc des savoirs? Est-ce que oui ou non, on va faire des groupes de niveau? Parce que, non mais, vous voyez, ça fait quand même 1 an qu'on trimballe nos enfants. Oui, mais l'uniforme aussi. Mais les groupes de niveau, c'est intéressant parce que c'est une mesure qui vient du programme de Marine Le Pen, de son programme de 2022. Ça fait 1 an qu'on balade les enfants et les professeurs sur une question d'appellation. Oui. Avec d'un côté Madame Belloubet qui utilise une formule, de l'autre Monsieur Attal qui en utilisait une autre. Alors on ne sait plus qui est quoi, puisqu'en plus elle fait des lapsus quand elle présente le programme. Et surtout derrière, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc le problème, c'est pas de savoir si Madame Genté est compétente ou pas de manière gratuite, faire une analyse sur son CV, on verra. C'est est-ce qu'il y a enfin une volonté politique de rétablir l'école publique de la République? Moi, je suis un enfant de l'école de la République. J'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique de A à Z. Je dois tout à l'école de la République. Et quand je regarde ce qu'elle est aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurai le privilège et la chance de pouvoir avoir le parcours scolaire que j'ai eu grâce à l'école publique, tellement elle est abîmée. Donc quand je pense à la jeune génération, je me dis, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire les études dont je rêvais. Est-ce que si aujourd'hui j'avais 6 ans et que je rentrais au CP, est-ce que je pourrais encore avoir ce parcours? Si on est honnête, je peux pas dire que c'est possible pour un jeune de la classe moyenne. C'est la grande bataille qui va commencer dès le 1er octobre, au fond, une fois la déclaration de politique générale prononcée, le budget pour 2025. Juste, je précise, la situation est catastrophique. Le déficit sera bien plus grave que prévu. Selon nos confrères des Échos, ce ne sera pas ni 5,1 ni 5,6%, mais 6% de déficit en 2024. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on augmente les recettes, soit on baisse les dépenses. On va voir avec vous exactement ce qu'il en est. Mais d'abord, il y a 2 nouveaux ministres. Il y a 2 nouveaux ministres. Il y a un ministre de l'économie, un ministre des Finances. Ministre des Finances qui est d'ailleurs sous l'autorité de Michel Barnier. Ce sont des jeunes. Antoine Armand à l'économie, 33 ans. Laurent Saint-Martin, 39 ans, pour les finances. Et Antoine Armand a déjà donné une interview. Oui, je l'ai lu, oui. Voilà. Confrère du JDD. Je vais vous lire une phrase sur laquelle j'aimerais avoir votre réaction, Jean-Philippe Tanguy. Il dit au JDD, Antoine Armand, donc nouveau ministre de l'économie, dans le contexte budgétaire, exclure d'office certains prélèvements exceptionnels et ciblés ne serait pas responsable. Et moi, j'ai entendu votre collègue Sébastien Chenu dire s'il y a des augmentations d'impôts, on censure. De manière un peu caricaturale. Non, quelle est la position précise du RN? Mais justement, c'est une position précise. Alors, allez-y. Sébastien, si je peux me permettre, vous tronquez la moitié de la réflexion de Sébastien Chenu. Oui, on peut toujours, par définition, la moitié d'une phrase est prononcée, mais il faut dire l'ensemble du raisonnement. Alors, allez-y. L'ensemble du raisonnement, qui est d'ailleurs dans le programme de Marine Le Pen, pas depuis une semaine, mais en 2022, c'est, nous, on veut un rééquilibrage fiscal. C'est-à-dire, la justice fiscale. Donc de la justice fiscale. La pression fiscale, en particulier les impôts indirects, impôts à la consommation, impôts sur l'énergie, sont concentrés sur les classes moyennes et les classes populaires. C'est un peu technique, mais on appelle ça l'effort fiscal. C'est-à-dire que ce sont des dépenses qui, du fait du budget des classes moyennes et populaires, pèsent plus lourd. La fiscalité, la TVA, pèse plus lourd dans le budget des classes moyennes et des classes populaires que des ménages les plus aisés. Tout le monde pourra bien le comprendre. Donc faire peser les impôts sur l'effort fiscal, sur ces impôts indirects est particulièrement injuste. Donc nous, ce qu'on proposait, c'est baisser, par exemple, la TVA sur les énergies de 20 à 5,5, rendre du pouvoir d'achat et de la justice fiscale aux classes populaires et aux classes moyennes, et rééquilibrer. C'est 15 milliards d'euros. 17 milliards d'euros selon le ministère de l'économie. Oui, il y a un retour TVA, donc ça fait 15. C'est-à-dire qu'ils vont consommer davantage, et donc vous aurez un retour de TVA, et donc à la fin ça fait ça. Bref. Vu qu'on cherche 30 milliards d'économies, si on commence par perdre 15 milliards d'euros. Non, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il faut qu'on comprenne le raisonnement. Et donc là, effectivement, il faut rééquilibrer l'effort par des impôts sur les surprofits pour les entreprises qui ont profité de la crise, pas celles qui ont réussi. Quand on réussit, c'est normal de faire des gros profits. Pour celles qui ont profité des situations exceptionnelles.
Ah bah si, c'est plutôt les gros volumes d'ailleurs, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus d'entreprises depuis les 3 dernières années qui ont profité de la crise de l'hyperinflation ou encore pire, de la guerre, des conditions dramatiques de la guerre en Ukraine, que des entreprises qui ont su performer sur le fond. La taxe sur les rachats d'actions, c'est pas le MoDem qui l'a inventé, c'est Marine Le Pen qui l'a inventé dans son programme de 2022. Attendez, rachat d'actions spéculatifs. Donc oui, on peut rééquilibrer l'effort. Non, il faut que vous puissiez pouvoir poursuivre, parce qu'il faut qu'on comprenne. Mais juste, je vous arrête 2 secondes sur mettre sur un plan d'égalité la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, entre 15 et 17 milliards, bon, ok, de pertes, de manque à gagner, et une taxe sur les super profits, dont il y a eu une tentative après la crise énergétique. Ça a quasiment rien rapporté. La taxe sur la rente inframarginale. Oui, mais c'est parce que c'est une taxe, déjà, elle est très mal conçue, et vous pouvez retrouver des interventions en commission des finances où j'avais dit que cette taxe était mal conçue. Moi, je pense qu'elle a été mal conçue à escient, c'est qu'ils ont fait exprès de mal concevoir cette taxe parce qu'en fait ils ne voulaient pas taxer la rente inframarginale, et ça concerne presque que le secteur de l'électricité. Ça exclut largement, pour des questions techniques qui seraient trop longues à exposer, le secteur pétrolier, le secteur gazier, l'industrie agroalimentaire qui s'est quand même goinfrée sur le dos des agriculteurs et des consommateurs depuis 3 ans. Bref, c'était pas du tout une taxe qui avait été bien conçue. D'ailleurs, même Bercy maintenant reconnaît qu'on avait raison. Votre conception, entre guillemets, de la taxe sur les profits indus, en fait c'est un peu comme ça que vous pourriez l'appeler. Les surprofits. Les surprofits, des profits qui ne découlent pas du mérite, entre guillemets, du travail. C'est votre conception à vous. Vous dites, c'est pareil, ça rapporte 15-17 milliards. Ça rapportait à peu près la moitié. Bon, et après, la taxe sur les rachats d'actions, dont je vous ai parlé. Ensuite, taxe sur les rachats d'actions. Alors, on n'a pas encore les chiffres de cette année, mais sur les 2 années précédentes, rapportait entre 7 et 8 milliards d'euros dans la conception que l'on proposait. Et donc, on pouvait arriver à cela. Vous avez aussi la lutte contre un certain nombre de niches fiscales. Jordan Bardella avait proposé de lutter contre la niche sur les armateurs, qui nous paraît complètement décalée par rapport aux réalités économiques aujourd'hui. Bon. Et un certain nombre d'économies qu'il faut faire. Une forme d'équilibre. Oui. Mais vous ne faites pas d'économie. Non, mais l'idée aussi de ce rééquilibrage fiscal, puis après on viendra aux économies, je ne vais pas du tout éluder votre question. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est un peu technique aussi, mais on a ce qu'on appelle un taux d'épargne qui est trop élevé. Ça veut dire quoi ? C'est que dire par rapport à la réalité des revenus, notamment des classes moyennes, c'est pour ça que c'est important de préserver les classes moyennes, de toute évidence, les classes moyennes anticipent des hausses d'impôts. Et comme elles anticipent des hausses d'impôts parce qu'elles ont compris que la situation économique et budgétaire était mauvaise, elles mettent de côté de l'argent qu'elles pourraient consommer si elles avaient plus confiance dans le gouvernement. Donc pourquoi soulager la pression fiscale sur les classes moyennes ? C'est une façon aussi de remettre de l'argent dans la consommation, dans l'investissement par exemple dans l'immobilier, pour que les classes moyennes n'aient pas peur d'être tondues. Voilà. Or elles savent bien d'expérience depuis François Hollande que quand on parle d'augmentation d'impôts ciblés, ça finit toujours sur leur dos. Donc elles parlent d'expérience. Deuxième phénomène, c'est aussi les entreprises qui sous-investissent parce qu'elles ont peur de la sauce à laquelle elles vont être mangées par le gouvernement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va parler des économies, mais il y a aussi une question de confiance et de défiance qui s'installe depuis quelques années, puisque les classes moyennes et les entreprises qui suivent l'actualité économique voient bien que les gouvernements macronistes n'ont plus aucune crédibilité budgétaire et qu'il va bien falloir payer la facture. Précision tout de même, les classes moyennes ont bénéficié de baisses d'impôts sous les gouvernements d'Emmanuel Macron. Non mais ça c'est une invention des macronistes. Non, on peut parler de la taxe d'habitation. Mais elle a été récupérée largement par la taxe foncière. Vous avez en France... Taxe foncière décidée par les maires. Non, ça c'est pas... Alors, excusez-moi, on va sur ce chemin-là, moi je vais y aller. Non, mais taxe d'habitation. En France, sur les entreprises, les impôts sur les entreprises ont baissé aussi sous les gouvernements d'Emmanuel Macron. Alors, sauf les grandes, mais on va voir. La taxe d'habitation. L'essentiel des classes moyennes en France, plus des 2/3, sont propriétaires. Donc, quand vous supprimez la taxe d'habitation, mais que vous savez très bien qu'il va y avoir un retour sur la taxe foncière, c'est de l'hypocrisie. Par ailleurs, la taxe foncière a essentiellement progressé parce que les bases d'imposition sur lesquelles elles sont constituées sont automatiquement basées sur l'inflation. Et que malgré des amendements du Rassemblement national à la loi de finances, le gouvernement a refusé de changer cette disposition, ce qui fait que les impôts ont automatiquement augmenté. Dans des proportions bien différentes selon certaines municipalités, malgré tout. Absolument. Il y a aussi des hausses comme Madame la maire de Paris qui, par ailleurs, augmente la taxe foncière. Et dernier élément, il y a une étude très intéressante qui montre que le marché a en fait anticipé la suppression de la taxe d'habitation et a en fait absorbé l'essentiel de la baisse de la taxe d'habitation sur les prix de l'immobilier. Donc c'était une très mauvaise mesure d'Emmanuel Macron. C'est toujours difficile en politique de dire qu'une suppression d'impôts est une mauvaise mesure, mais elle a été mal conçue, mal faite, et elle n'a pas profité au classement. Et d'ailleurs, sincèrement, interroger les Françaises et les Français, ils n'ont pas senti cette baisse d'impôts. Et j'en finirai là-dessus.
le montant absolu des taxes et impôts sur les Français n'a cessé d'augmenter, puisqu'on a franchi, on a franchi allègrement les 48% de prélèvements obligatoires dans le PIB en 2022, c'est-à-dire le record historique absolu d'impôts en France. On citait le nouveau ministre de l'économie et son interview au JDD qui dit donc ne pas exclure d'office certains prélèvements exceptionnels. Il dit pas d'augmentation pour les classes moyennes. Mais nos confrères de la Tribune dimanche disent et révèlent que l'exécutif plancherait malgré tout sur un gel du barème. Alors c'est technique pour des téléspectateurs, mais c'est pas si compliqué que ça. Le gel du barème est revalorisé chaque année. Absolument. Si ce barème est gelé et que l'inflation augmente, eh bien forcément le prélèvement automatique sur le salaire de chaque Français, l'impôt sur le revenu, pardonnez-moi, est plus important. Qu'est-ce que vous diriez sur cette idée-là d'augmenter, de geler le barème, pardonnez-moi, le geler, pas l'augmenter. C'est technique, mais... mais vous avez raison, mais c'est inacceptable pour deux raisons. Déjà parce que ça va frapper les classes moyennes, et pas seulement, parce que le barème, effectivement, ça va augmenter l'impôt en valeur absolue, mais aussi ça fait un déclenchement plus tôt. Et par exemple, si votre salaire n'a pas augmenté, parce qu'il y a des salaires qui n'ont pas beaucoup augmenté en France, notamment les salaires un peu au-dessus du SMIC qui ne sont pas indexés. Et donc, de fait, vous passez dans la catégorie supérieure. Et donc, vous ne payez pas d'impôts et vous allez en payer. Alors, un petit peu, certes, mais si vous êtes célibataire sans enfant, eh ben, vous allez pouvoir payer des impôts et ce sera particulièrement injuste. Et c'est inacceptable aussi parce que c'est malhonnête. Voilà. C'est pas franc du collier, c'est jouer avec les mots, c'est abuser de la confiance des Français, c'est dire j'augmente pas les impôts, le taux d'impôt, mais en fait, par des dispositions techniques, je vous prends de l'argent. Donc le gel du barème, c'est une ligne rouge, par exemple. Ce sera un des critères qui fera que c'est inacceptable, mais pourquoi je dis ça ? Soyons clairs, ça peut vous pousser à censurer. Mais parce que Est-ce que ça peut vous pousser à censurer ? Mais oui, ça peut nous pousser, mais c'est parce qu'il y aura d'autres choses. Parce qu'en fait, avant les élections, moi j'avais dit, d'ailleurs c'était sur votre plateau, après les élections européennes, je dois reconnaître que j'avais participé la dissolution aussi vite, il y aura la purge. Voilà, j'avais dit, l'élection européenne, personne, à part le Rassemblement national, ne veut parler des 95 milliards d'économies à l'époque qu'il fallait réaliser pour rétablir les comptes publics. Aujourd'hui, c'est 110 milliards. Et donc, on avait dit, au budget, la facture sera présentée aux Français. Et la façon la plus pernicieuse de faire payer la facture, c'est ce que vous avez dit sur le barème, et c'est d'une manière générale ce qu'on appelle l'année blanche, qui était, et en fait, on avait révélé au Parlement qu'il y avait eu un rapport des services administratifs fait à M. Attal à l'époque sur l'année blanche. L'année blanche, c'est quoi ? C'est, en fait, on ne compense pas l'inflation ni sur le barème de l'impôt sur le revenu, ni sur les allocations, ni sur les retraites, ni sur le salaire des fonctionnaires. Bref, on entube, il faut bien le dire, tout le monde, en faisant croire que c'est la faute de l'inflation, ce qui est d'autant plus efficace quand l'inflation est un peu moins élevée. Parce que c'est sûr, si vous faites une année blanche quand l'inflation est à 5 à 6%, tout le monde s'en rend compte, et c'est insupportable. Si vous faites une année blanche, c'était ce que faisait M. Hollande en 2012, 2013, 2014. Oui. Donc ils connaissent bien ça en Macronie, puisque c'était M. Macron qui l'avait conseillé à M. Hollande. C'est un peu moins douloureux, mais sur le long terme, ça s'ajoute. Et c'est inacceptable. Et c'est surtout, une fois plus, on trahit la confiance des gens. Jean-Philippe Tanguy, revenons au mur du déficit. Il est devant nous. Il faut l'affronter. Je note au passage que nous avons clarifié certaines choses. Sur les impôts, vous n'êtes pas sur une position radicale, c'est-à-dire aucune augmentation d'impôts. Non, vous proposez toute une série d'augmentations d'impôts ciblées, bien spécifiques, vous venez de les exposer. Sur les dépenses d'une baisse, que vous associez à votre baisse de la TVA, et vous pensez que tout ça s'équilibrera. À voir. Sur la partie dépenses, parce que c'est là la difficulté. Tout le monde dit on a un problème de déficit, personne ne veut réduire les dépenses. Sur la partie dépenses. Premièrement, je voudrais savoir si le Rassemblement national est d'accord sur les montants, sur les enjeux. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que pour retrouver une trajectoire à peu près saine, il faut, dès le budget 2025, économiser entre 25 et 30 milliards d'euros de dépenses publiques? Absolument, mais... Vous êtes d'accord? Non, mais on est d'accord. Ça, vous êtes d'accord? Excusez-moi. Alors, comment? Donnez-nous quand même le point qu'on a dit avant les élections. Et on est le seul parti à l'avoir dit avant les élections. Je suis désolé. Le seul parti qui a dit avant les élections... que ce soit européenne ou législative, il y a un mur de la dette. À l'époque, j'ai dit 95 milliards d'euros, c'était les estimations qu'on avait. Maintenant, c'est 110. Je l'ai dit, Jordan Bardella l'a dit, Marine Le Pen l'a dit. On n'a pas menti aux gens. Les macronistes aussi l'ont dit. Non, c'est pas vrai. Le Maire l'a dit. Non, c'est pas vrai. Le Modem l'a dit. C'est pas vrai. Ils n'ont pas reconnu qu'il fallait faire des efforts nécessaires. Je suis désolé. Et c'est un peu facile. Non, mais c'est un peu facile, alors qu'on est au gouvernement, de dire non, mais pour le moment, on fait rien, et après les élections, on verra. Mais donc, il a décrété par décret, souvenez-vous, 10 milliards d'économies. Enfin, mais on ne sait même pas. La Cour des comptes. Mais sur le constat, vous êtes d'accord? La Cour des comptes dit qu'ils ne sont pas renseignés par le Premier ministre qui dit la situation budgétaire aujourd'hui est très grave. Donc où est-ce qu'on fait des économies? Alors là, voilà. Maintenant, on parle du dur. Première chose, c'est les grands tabous des gouvernements français depuis 30 ans.
la contribution à l'Union européenne. C'est le budget qui va augmenter le plus dans les plafonds qu'on a obtenus dans les documents budgétaires que M. Coquerel et M. Courson, et je tiens à saluer leur courage sur leur détermination sur ce sujet-là. Ils sont venus bredouille à chaque fois. Oui, mais là, ils ont fini par avoir quelques documents intéressants. 8% d'augmentation de la contribution à l'Union européenne. Deuxième budget qui va le plus augmenter, c'est la charge de la dette. Troisième budget, c'est l'écologie, mais pas l'écologie d'investissement, les subventions aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques. Donc, déjà là, on a des augmentations qui sont idéologiques. Moi, je ne vois pas pourquoi les Français devraient continuer à subventionner l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque qui ne servent à rien. Je ne vois pas pourquoi on devrait continuer à avoir banquet ouvert à l'Union européenne et que tous les pays européens devraient faire des efforts de gestion. Ah, mais pas l'Union européenne qui devrait pouvoir continuer à dépenser sans compter. Troisième aspect, le coût de l'immigration. L'énergie renouvelable, ça ne sert à rien aujourd'hui. Non, les éoliennes, je n'ai pas dit l'énergie renouvelable. Oui. Ça, c'est le lobbying de l'éolien et du photovoltaïque qui font croire aux gens que c'est eux l'énergie renouvelable. La première énergie renouvelable en France, et on en parlera à la niche du Rassemblement national le 31 octobre, parce que ça fait 20 ans que ce sujet est foutu dans un placard, c'est l'énergie hydroélectrique. C'est les barrages français qui sont paralysés d'investissement depuis 20 ans parce que les gouvernements sont soumis à l'Union européenne. Ça, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Mais c'est une énergie pilotable, pas chère, amortie, qui appartient aux Français. L'énergie éolienne, ça fonctionne avec un taux de charge de 24%, le photovoltaïque 10 à 12%, et ça produit une énergie quand vous n'en avez pas besoin. Et donc, résultat, vous devez compenser avec l'énergie polluante au gaz ou au charbon. On sait ce que ça a donné il y a 3 ans. Ça fait 20 ans que le Rassemblement national dénonce cette arnaque. Ça va coûter de l'argent, puisque comme le prix de marché européen a baissé, il va falloir resubventionner l'éolien et resubventionner à coût de plusieurs milliards d'euros le photovoltaïque. Ce que je veux dire par là, c'est que on en revient un peu à les surprofits. Il y a des oligarches, il y a des intérêts en France qui gagnent de l'argent quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, il y a une crise de l'hyperinflation, les énergies éoliennes et photovoltaïques et d'autres s'en mettent plein les poches. Le prix de l'électricité baisse, et c'est les subventions, il faut encore s'en mettre plein les poches. Vous avez cité... Donc il y a des gens en France, des gros intérêts, qui, quoi qu'il arrive, s'en mettent toujours plein les poches, et c'est le contribuable ou le consommateur qui doit payer. Alors il faut qu'on avance. Vous avez cité 3 pistes. Oui. 3 pistes. Combien ça rapporterait selon vous ? Ça rapporte, je compte de tête, là déjà on est à 12 milliards. D'accord, c'est pas suffisant ? Non mais j'ai pas dit, mais alors, quels autres est-ce que... Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent déjà avec 12 milliards d'économies concrètes sur le plateau. Troisième point, c'est l'immigration. Alors voilà. L'application de la fameuse loi Retailleau. C'est dans la durée, c'est-à-dire c'est pas une baguette magique sur un an, mais au bout de 5 ans, quand les mesures prennent leur ampleur, ça fait une moyenne sur 5 ans de 15 milliards d'économies par an. Si on réserve les prestations, un certain nombre de prestations sociales non contributives aux Français, qu'il y a une priorité d'accès au HLM, bref, un certain nombre de mesures fortes qui permettent de cesser de subventionner largement qui avait été retoqué donc, par le Conseil constitutionnel. Sur la forme, c'était des cavaliers législatifs. Oui, mais vous avez raison. Donc ce n'est pas en vigueur. C'est pas bah non, c'est pour ça que c'est des économies possibles. Si c'était des économies déjà acquises, je vous le dirais pas, monsieur. Dans le cadre du budget, vous ne seriez plus dans la configuration d'un cavalier législatif. C'est possible que pas dans le cadre du budget, mais ça pourrait être censurable par le Conseil constitutionnel. Mais nous, on a toujours assumé qu'il fallait passer par référendum. Je vous l'ai dit au début de nos entretiens. Le référendum, il faut être président. Exactement. Non, on peut aussi. Il y a une motion. Non, c'est pas vrai. Oui, on peut faire une motion référendaire au Parlement. Ça n'a jamais fonctionné. Enfin bon. Mais d'accord. Mais vous l'avez dit vous-même, tout est différent. Effectivement, quand le président avait tous les pouvoirs, ça fonctionne pas. Et par ailleurs, Monsieur Macron, s'il veut pas avoir affronté une forte défiance, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'il envisage de convoquer un référendum. Je crois que ça ferait du bien. Ça fait partie aux Français. On s'arrête encore une économie. Mais je vais vous dire le plus gros dossier. Attendez, le plus gros dossier, je vais vous dire. Vous prévoyez une motion référendaire là, dans les prochaines semaines, sur le sujet de l'immigration. Si Monsieur Retailleau, dans les mois à venir, devait présenter une loi, la même qui finirait avec le même résultat. La loi immigration 2, Retailleau. On lui dit, oui, je pense qu'on proposerait une motion référendaire au début du vote de la loi. Alors, continuons sur les économies. Le dernier aspect des économies à faire, et je suis content parce que la Cour des comptes a reconnu, et même l'Union européenne, que c'était un plan qu'on pouvait faire sur 5 à 7 ans pour épurer les comptes publics. C'est une réforme du mammouth qu'est l'État français. Voilà, le mammouth obèse d'un État qui réglemente tout et n'est plus un État stratège. Parler du fromage territorial, c'est ça ? Tout. Le millefeuille administratif, je pense qu'il faut supprimer au moins 2 échelons administratifs. Moi, je propose la région et les grosses intercommunalités. Des agences à qui mieux qui paralysent l'action de l'État. Et ça, vous l'avez chiffré aussi également ? Très cher. Je finis les exemples. Et la réglementation. Là, il y a un rapport qui chiffre le surcoût de la réglementation sur l'économie française et donc sur les recettes fiscales. Selon une étude de l'Université de Columbia, c'est
4 points de PIB. 4 points de PIB, ça représente en équivalent 50 milliards de recettes fiscales. 50 milliards de recettes fiscales, parce que les entreprises et les administrations françaises sont paralysées, accablées de normes et de réglementations inutiles. Je vais vous donner un exemple. La crise du logement. Le code de l'urbanisme et de la construction immobilière a été alourdi de 30 à 50% de normes sous M. Macron. Il y avait un code de la construction qui était comme ça, il est devenu comme ça. Voilà. Donc c'est une des raisons de la paralysie de l'économie. Moi, j'ai visité une entreprise vendredi à Moreuil. Eh bien, une part considérable de l'investissement ne va pas pour acheter, par exemple, une machine ou pour former les ouvriers, mais elle va pour respecter des normes qui servent à rien. Jean-Philippe Tinguy, on arrive quasiment à la fin de cette émission. On ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe en Martinique. Il est secoué depuis plusieurs jours par des violences urbaines, notamment contre la vie chère. La CRS 8 a été déployée sur le terrain, avec un coût de la vie, décrivent les habitants, bien plus élevé qu'en métropole, notamment au moins 40% sur l'alimentaire, précisons. Est-ce que là-dessus, vous avez des propositions précises à proposer ? Oui, mais là, vous voyez, c'est un désordre qui reste dans nos territoires d'outre-mer et dans nos départements d'outre-mer depuis trop longtemps. Ce problème-là, je me souviens très bien, c'était déjà le cas sous Jacques Chirac, avec les mêmes... Alors, c'était à la Guadeloupe, à l'époque, avec les mêmes causes, entraînant les mêmes effets. Il y a de toute évidence, dans nos départements d'outre-mer, des abus commis par un certain nombre d'entreprises qui sont très concentrées et qui font la pluie et le beau temps sur la consommation. Et on en revient aussi à une politique de souveraineté, de préférence nationale, y compris évidemment sur nos territoires et nos départements d'outre-mer qui sont part entière du territoire de la République. Et donc la France n'a jamais eu de réflexion pour alimenter en biens et en produits alimentaires. Vous dites quoi aujourd'hui ? C'est une proposition de fond, il n'y a pas une baguette magique. Oui. C'est qu'à partir du moment où la France ne veille pas à être capable d'approvisionner correctement ses départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer depuis 50 ans, n'est pas capable d'encourager la production locale, n'est pas capable de surveiller les abus, les ententes, les marges, de faire pour le coup une politique de concurrence saine. C'est une politique qui permette qu'un petit nombre d'acteurs économiques ne fassent pas la pluie et le beau temps sur un territoire. C'est une politique de fond qui n'a pas été menée. Il n'y a pas une baguette magique pour rétablir une situation. François-Noël Buffet aux Outre-mer, vous pensez que c'est un bon choix ? Je ne le connais pas. Je le connais pas, mais il y a aussi la Nouvelle-Calédonie. Oui. Avec quand même 2 morts la semaine dernière. Mais on a l'impression, et je vous remercie d'en parler, que ça n'existe pas. Quand même 3 mois de perdus sur une situation extrêmement grave dans la Nouvelle-Calédonie, où l'économie de la Nouvelle-Calédonie est à terre, avec un nombre de personnes au chômage surréaliste, à part Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui en parlent. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Tanguy.